Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et merci de votre participation à ce webinaire Mines et environnement organisé par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule Recouvrement à faible conductivité hydraulique visant à contrôler l'infiltration d'eau. Je me présente, Stéphanie Duchesne, directrice du service des communications et du recrutement de l'UQAT, et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre quelques points d'information. Aujourd'hui, c'est le professeur titulaire de la chaire de recherche institutionnelle Régénère, UQAT Fonderie-Horn, directeur du DES en génie minier et de la maîtrise en génie minéral de l'Institut de recherche en mines et en environnement de l'UQAT, M. Abdelkabir Maksoud, qui agira à titre de conférencier. À noter que cette présentation est enregistrée et sera disponible par la suite sur le site web des webinaires Mines et environnement. La communication sera également possible tout au long du webinaire via les outils Converser et questions-réponses qui sont situés en bas de votre écran. À noter qu'une période de questions d'une durée de 10 minutes est prévue à la fin de la présentation pour répondre à vos questions avec le professeur Maksoud. Donc, avant de céder la parole à notre conférencier, j'invite le professeur titulaire de la chaire industrielle CRSNG UQAT sur la restauration des sites miniers et directeur scientifique de l'IRM à l'UQAT, M. Bruno Bussière, qui est également coéditeur du livre dont les chapitres font l'objet des différents webinaires Mines et environnement, à faire le mot d'introduction. Merci Stéphanie. Bonjour à tous. Avant de présenter le webinaire d'aujourd'hui, j'aimerais vous donner un peu de contexte en lien avec la mise sur pied de ces webinaires. Les webinaires ont été créés suite à la publication d'un livre que vous voyez présentement à l'écran, un livre qu'on a publié il y a environ 1 an. La raison de pourquoi on a publié ce livre-là, c'est tout simplement que vous le savez, on génère, on produit de plus en plus de métaux. Pour produire ces métaux-là, on génère de plus en plus de rejets et ces rejets-là peuvent avoir un impact sur l'environnement, ce qui fait qu'à la fin de la vie des opérations de la mine, on doit restaurer les sites. Et cette science de la restauration-là, c'est quand même une science qui est relativement jeune et on a jugé qu'il était temps de collecter l'ensemble de l'information ou des connaissances qui ont été développées dans les dernières années et d'intégrer ça dans un livre qui serait actuel et qui présenterait les différents aspects reliés à la restauration des sites miniers. Bon, pour qui on a fait ce livre-là? C'est pour principalement d'abord les étudiants gradués. Nos étudiants deuxième et troisième cycle devaient aller chercher l'information un peu partout. Et là, maintenant, avec cet outil-là, ils ont l'ensemble de l'information réunie dans un volume et il y a beaucoup de références dans ce volume-là, ce qui leur permet d'aller chercher l'information aux endroits appropriés. Mais on a également rédigé le livre pour les ingénieurs et professionnels qui travaillent dans le secteur minier et qui ont à travailler dans le domaine de la restauration des sites. Donc, c'est un document de référence qu'ils peuvent utiliser lorsqu'ils ont des questions en lien avec la restauration des sites miniers. Le livre a été rédigé par un collectif, si vous voulez, d'auteurs. Les responsables des 14 chapitres, ce sont 10 professeurs et chercheurs de l'UQAT et de Polytechnique que vous voyez à l'écran. Évidemment, c'est à partir de ces chapitres-là qu'on a décidé de créer les webinaires. Pourquoi une série de webinaires, si vous vous posez la question? C'est tout simplement qu'on se disait que le fait que le livre est écrit en anglais, il serait opportun d'écrire un volume qui serait, de faire des webinaires qui transféreraient l'information en français. Et de plus, on s'est dit que les gens qui auraient accès au webinaire pourraient en même temps avoir une version différente de ce qu'on retrouve dans le livre, c'est-à-dire qu'ils auraient l'information, mais présentée différemment par chacun des auteurs principaux, ce qui, évidemment, peut permettre de mieux transférer les connaissances. Pourquoi participer au webinaire? On pense que les webinaires, c'est une bonne occasion d'aborder concrètement les différents enjeux qui sont liés à la restauration des sites miniers. Les présentations vont être faites par des experts et des experts chevronnés et reconnus internationalement.
Chacun des chapitres, on a pris le temps d'intégrer les différentes notions, d'apprendre une approche interdisciplinaire. On a également intégré des connaissances fondamentales, mais également des connaissances pratiques dans chacun des chapitres. Et également, bien, on a essayé de vous présenter les derniers développements. Donc, vous devriez avoir à peu près l'état de la science actuellement. Donc, aujourd'hui, le webinaire va porter sur le chapitre 4. Le chapitre 4 qui s'intitule en français « Les recouvrements à faible conductivité hydraulique saturée ». Ce chapitre était sous la responsabilité du professeur Abdelkabir Maksoud, qui vous fera la présentation aujourd'hui. Il y a également 2 co-auteurs à ce chapitre, soit le professeur Mamer Bonimpa et moi-même de l'UQAT, qui ont collaboré à la rédaction du chapitre. Quelques notes biographiques sur le professeur Abdelkabir Maksoud. Le professeur Maksoud est professeur à l'Institut de recherche mines et environnement depuis 2013. Il est aussi titulaire de la chaire de recherche institutionnelle Regenère en collaboration avec Glencore Fonderie Horn. Le professeur Maksoud est un géologue diplômé de l'Université d'Hassan II au Maroc. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences environnementales et d'un doctorat en hydrogéologie de l'Université de Lille en France. Ses principaux intérêts de recherche sont l'hydrogéologie appliquée et la caractérisation intégrée des aquifères, la caractérisation et le comportement non saturé des sols et la restauration des sites miniers. Voilà pour l'introduction. Je recède la parole à Stéphanie. Merci, professeur Bussière. J'invite à présent le professeur Maksoud à débuter la présentation d'aujourd'hui. Bonjour à tous et merci d'être venus à cette présentation, à ce webinaire consacré aux couvertures à faible conductivité hydraulique saturée. Dans le cadre de cette présentation, je vais commencer par une introduction. Ensuite, je vais présenter la configuration typique de couverture. Je présenterai également la nature des matériaux qui peuvent être utilisés comme barrières hydrauliques, le design des couvertures et je terminerai par quelques cas restaurés avec des couvertures à faible conductivité hydraulique saturée et je terminerai cette présentation par les besoins en recherche. Donc, comme vous le savez, le stockage des déchets domestiques dans les centres d'enfouissement technique ou décharge reste la méthode la plus courante de gestion de ces déchets domestiques. Historiquement, ces centres d'enfouissement technique étaient souvent situés dans des carrières ou dans des excavations minières ou même dans des tranchées dans lesquelles ces déchets ont été entreposés. Dès le début du XXe siècle, la gestion de ces déchets a été réglementée et progressivement, on a commencé à imposer l'étanchification de ces centres d'enfouissement technique et plus particulièrement après leur fermeture. Donc ainsi, l'étanchification de ces centres d'enfouissement technique se fait à l'aide de la mise en place de couvertures étanches ou couvertures à faible conductivité hydraulique saturée. Donc, ce qui nous amène au site minier, où la restauration est quelque chose qui est relativement récente par rapport à celle des centres d'enfouissement technique. Ces restaurations ont commencé dans les années 80 et progressivement également, la restauration a été imposée. Ainsi, dans les pays les plus développés, on commence à imposer la mise en place ou l'élaboration d'un plan de restauration avant même le démarrage de ces projets miniers. Ainsi, dans la restauration de ces sites miniers, différentes techniques peuvent être utilisées pour la réhabilitation des sites. Donc, on peut trouver les couvertures avec effet de barrière capillaire, qui a fait l'objet d'un webinaire le 19 mai 2021. Les couvertures monocouches combinées avec une nappe phréatique surélevée, webinaire du 17 mars 2021. Les couvertures aqueuses et finalement, on arrive aux couvertures à faible conductivité hydraulique saturée et qui fait l'objet de ce webinaire. Donc, ces couvertures ont principal objet de limiter l'infiltration de l'eau vers le rejet minier afin d'inhiber les réactions qui conduisent à la formation et à la production du drainage minier acide. Qu'en est-il de la configuration typique de ces couvertures? Donc, les couvertures à faible conductivité hydraulique saturée peuvent être composées de 2 à 5 couches et chaque couche va avoir un rôle bien défini. Donc, par exemple, certaines couches peuvent jouer le rôle de contrôle de mouvement de l'eau, d'autres vont jouer le rôle de stabilité, d'autres vont jouer également le rôle de protection face à la bio-intrusion. Ainsi, vous voyez ici sur cette figure
la configuration typique et je commence par la première couche qui est la couche de surface. Donc, c'est une couche qui est composée par un sol organique. Donc, son objectif ou son rôle est d'assurer et de favoriser l'implantation d'une végétation, donc après la restauration finale. Ensuite, on trouve une couche de protection. Donc, c'est une couche de protection formée par des matériaux granulaires. Donc, son objectif est de limiter les bio-intrusions. Et ensuite, on arrive à la couche C qui correspond à la couche drainante. Donc, habituellement, elle est composée de sable et gravier et dispose d'une conductivité hydraulique saturée qui devrait être supérieure à 10-5 mètres par seconde. Ensuite, les trois couches, donc en fait la couche 1 et la couche 2 et la couche 3 peuvent jouer également un rôle dans la limitation ou la réduction des faits liés au cycle gel-dégel, également de cycle mouillage-drainage. Ensuite, on arrive à la couche D, donc qui correspond à la barrière proprement dit, donc la barrière hydraulique, et qui doit disposer d'une conductivité hydraulique saturée inférieure à 10-9 mètres par seconde. Donc, c'est la limite entre le milieu perméable et le milieu semi-perméable. Ces matériaux ou cette couche de barrière hydraulique peut être composée par différents matériaux qu'on va venir par la suite plus tard. Ensuite, on trouve la couche de support, donc, qui est également constituée de sable et gravier ayant une conductivité hydraulique supérieure à 10-5 et en plus de rôle de support, elle peut également jouer le rôle de brique capillaire face aux remontées de l'eau. Donc là, on vient de définir la configuration. Donc, qu'en est-il des matériaux qui peuvent être utilisés comme barrière étanche? Différents matériaux peuvent être utilisés. Donc, on a les argiles naturelles qui vont être compactées par la suite, les géomembranes et également les géocomposites. Donc, on va passer à travers ces matériaux et également on va présenter leurs propriétés ainsi que les éléments qui peuvent affecter leurs propriétés ou leur capacité à limiter l'infiltration de l'eau. Donc, je vais commencer par les argiles compactées. Donc, historiquement, ce sont les matériaux qui ont été le plus utilisés donc, depuis le début comme barrière étanche. Et dans la littérature, ces argiles peuvent être caractérisées de différentes façons. Donc, en fait, par exemple, en agriculture, on va utiliser la taille granulométrique qui correspond à une taille 2 microns. Donc, tout ce qui est inférieur à 2 microns correspond à des matériaux argileux. En géotechnique, donc, en plus de cette granulométrie, on va utiliser d'autres paramètres tels que la limite de liquidité, limite de plasticité et qui va permettre de déterminer également un autre paramètre qui est l'indice de plasticité, donc en plus de la granulométrie dans la définition de ces argiles. Du point de vue minéralogique, donc on fait appel à la structure cristalline et également à la séquence d'empilement des couches qui forment ces argiles. Donc j'ai défini ici T et O, donc c'est des couches tétraédriques et des couches octaédriques qu'on va voir dans le schéma suivant. Donc vous voyez ici, on a les couches tétraédriques et les couches octaédriques. Donc pour les couches tétraédriques, on voit la composition. Donc on a la silice au milieu et les pôles constitués par l'oxygène. Et selon la configuration, on va définir différentes classes d'argile. Donc, on a la kaolinite, lilite, smectite, chlorite et on voit la disposition. Donc, lorsqu'on a juste une couche de tétraédrique surmontée par une couche octaédrique, on est dans le groupe de kaolinite. Lorsqu'on a deux couches, donc deux couches vertes, donc deux couches tétraédriques et une couche octaédrique, on est dans le groupe de smectite. Toutefois, le lien entre ces différents feuillets peut être fait par exemple par des molécules d'eau ou d'autres éléments. Donc, on voit la même configuration au niveau de l'élite. Toutefois, entre les interfeuillets, on voit la différence. Donc, on a du potassium, OH, potassium. La même chose pour le groupe de chlorite où on a tout simplement une autre couche rouge, donc une couche octaédrique entre les différents foyers. Donc, vous voyez, on a différents types d'argile et ce qui permet également de différencier ces formations argileuses. Donc ici, vous avez une image de près de ces formations argileuses et là, on voit ces argiles lorsqu'ils sont exposés directement aux conditions climatiques. On observe la formation de fissuration qui apparaît à la surface. Donc, en ce qui concerne cette barrière, elle est généralement mise en place sous forme de différentes couches. Donc, on place des couches d'environ 20 à 25 cm, donc 0,20 0,25 mètres. Et ensuite, ces couches vont subir le compactage
et l'épaisseur finale de chaque couche devrait correspondre autour de 0,15 cm, alors que la configuration ou l'épaisseur finale de cette barrière peut être située entre 0,45 et 0,90 après compactage, donc entre 3 couches et 6 couches. Différents facteurs peuvent affecter la performance de cette barrière, donc composée à partir d'argile. Parmi les éléments qui peuvent affecter la performance, c'est les teneurs en eau, le compactage, la succession de cycles gel-dégel, les cycles mouillage-drainage et également l'impact de la végétation par le biais de ses racines. Donc, globalement, pour ce type de recouvrement, comme on l'avait dit, donc on vise une conductivité hydraulique inférieure, saturée inférieure à 10-9 mètres par seconde. Le pourcentage des particules fines, donc qui comprend à la fois la fraction argileuse et la fraction silteuse, devrait être supérieur à 30%. La fraction argileuse, comme on l'avait définie selon la granulométrie, devrait être inférieure à 2 microns, devrait correspondre à 15%. Et les graviers qui devraient être inférieurs à 50%. On a également fait appel à l'indice de plasticité, donc qui est déterminé par les limites de liquidité et limites de plasticité qui devrait se situer entre 7 et 20, donc qui devrait correspondre à une argile moyennement plastique. Et finalement, la limite de liquidité qui devrait être supérieure à 20%. Donc, comme je l'ai dit, la performance va dépendre d'un certain nombre de paramètres, plus particulièrement les fissurations qui est engendrée par la dessiccation et également les modifications à l'intérieur du réseau cristallin, donc suite au cycle gel-dégel. Donc ici, sur cette diapo, donc vous avez différents matériaux ou différents échantillons qui ont fait l'objet d'un dessèchement et vous voyez la formation de fissures qui apparaît après un certain nombre de cycles. Donc vous voyez la dimension des fissures qui est différente selon le type d'argile qui a été utilisé. Son impact au niveau de la percolation, elle est présentée à titre d'exemple sur cette diapo où on voit à l'abscisse la succession des années, donc la durée de vie ou depuis le commencement ou la mise en place de cette couverture, donc de 1988 jusqu'à 1996, et en ordonnée, on indique le taux de percolation. Donc comme vous voyez, on se retrouve initialement autour de 10 plus 1, donc autour de 10 mm au début lors de la mise en place de ce recouvrement. Après quelques années, on se retrouve avec un taux de percolation qui devrait être autour de 200 mm environ. Donc, vous voyez l'impact de ces fissures au niveau du taux de percolation. La même chose, les cycles de gel-dégel peuvent induire également la formation de fissuration au sein des matériaux exposés à ce phénomène-là. Et vous voyez ici un échantillon qui a été testé au laboratoire où on arrive à déceler et à voir le développement d'une certaine fissuration à l'échelle de l'échantillon, donc à la surface de cet échantillon-là. L'impact au niveau de l'évaluation de la conductivité hydraulique, donc sur cette figure, on voit dans l'axe des abscisses la succession des cycles de gel-dégel, et en ordonnée, on voit la conductivité hydraulique saturée. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Durant les premiers cycles de gel-dégel, on observe une augmentation de la conductivité hydraulique. Ensuite, on va atteindre un palier, ensuite une relative stabilité de cette conductivité hydraulique saturée. Donc, vous voyez, sur cette figure, ces cycles de gel-dégel ont induit une certaine augmentation de la conductivité hydraulique saturée. Ce qui nous amène au deuxième type de barrière qui peut être utilisé, donc ce sont les géomembranes. Donc les géomembranes, ce sont des matériaux synthétiques à base de polymères qui ont été largement utilisés dans les ouvrages de génie minier et de génie civil. Et leur utilisation dans l'industrie minière est quelque chose qui est de plus en plus récent, mais toutefois, on assiste à un engouement à leur utilisation. Différentes géomembranes sont disponibles sur le marché et cette différenciation, elle est basée en partie sur la nature de la résine de polymère qui a été utilisée. Ainsi, on peut distinguer les géomembranes de type polyéthylène, de type polypropylène, chlorure de vinyle et polyéthylène terephthalate. Donc, en plus de cette différenciation pour les polyéthylènes, donc on peut également utiliser un autre critère pour
différencier ces géomembranes. Donc, on parle de la densité. Et là, on a 3 catégories. Donc, les polyéthylènes de haute densité, lorsque cette dernière est située entre 0 et supérieure à 0,94 grammes par centimètre cube. Dans le cas où cette densité est située entre 0,926 et 940, on parle de polyéthylène de moyenne densité. Et dans le cas où la fourchette elle est comprise entre 0,919 et 926 grammes par centimètre cube, on parle de polyéthylène basse densité. Donc, je tiens juste à mentionner que la plupart des géomembranes utilisées dans l'industrie minière sont de type HDPE, donc des polyéthylènes de haute densité. Sur cette image, donc, vous voyez un rouleau de géomembrane et l'autre partie, donc on voit le déroulement de ce rouleau de géomembrane. Et là, sur cette diapo, on a une photo qui a été prise sur un site qui a été réhabilité avec une géomembrane. Et là, on faisait des travaux d'exhumation pour évaluer l'état de cette géomembrane après quelques années de service. Donc, les géomembranes, comme je l'avais dit, donc, dans le cas où ils sont composés de polyéthylène, d'autres additifs sont rajoutés dans la composition ou dans la fabrication de cette géomembrane. Parmi les éléments qu'on peut trouver, on trouve les antioxydants, les stabilisants, les plastifiants, noirs de carbone et lubrifiants. Donc, ces additifs vont jouer un rôle important dans l'amélioration de la performance en protégeant cette résine de polyéthylène de la dégradation. Ainsi, prenons l'exemple des antioxydants. Les antioxydants peuvent être utilisés dans l'évaluation de la durée de vie de la géomembrane. Différentes méthodes sont utilisées dans la fabrication de ces géomembranes. Donc, on parle de polymérisation et cette polymérisation va conduire à la formation de chaînes de carbone. Donc, c'est la composition ou l'empilement des chaînes de carbone. Et dans ces différentes chaînes, on va trouver des zones où les éléments chimiques ont cristallisé. Donc, on parle de zones cristallines et d'autres zones où il n'y a pas eu vraiment de cristallisation, qu'on parle de zones amorphes. Le rapport entre la zone cristalline et la zone non cristalline ou la zone amorphe va correspondre à un paramètre qui est utilisé qu'on appelle la cristallinité. Donc, cette cristallinité va nous donner une idée également sur les performances ou sur les propriétés de ces géomembranes. Donc, plus la cristallinité est importante, plus élevée, plus la géomembrane va avoir une résistance beaucoup plus importante par rapport aux attaques acides et également, elle sera dotée d'une conductivité hydraulique saturée plus faible. Cependant, cette cristallinité peut avoir l'inconvénient de rendre les géomembranes sensibles aux déformations et également à la fissuration. Donc ici, sur ce tableau-là, vous voyez quelques types de géomembranes. Donc on a en premier la géomembrane de type haute densité, basse densité et ensuite de type polyvinyl chloride, de chlore. Donc vous voyez l'abréviation par rapport à la désignation. Et également la composition, on trouve la résine, comme on l'avait dit au début, et d'autres éléments additifs. Donc le noir de carbone. Également, on donne une idée sur le taux de cristallinité. Ainsi, pour la HDPE, donc la géomembrane haute densité, on se retrouve avec une cristallinité qui est très élevée. Donc, on devrait avoir une conductivité hydraulique plus faible et qui devrait résister davantage aux attaques chimiques. À l'opposé, polyvinyl, donc on a une cristallinité qui est pratiquement nulle et devrait également faire l'objet d'attaques par rapport aux attaques chimiques. Donc ici, comment on évalue l'efficacité de ces géomembranes? Donc cette efficacité peut être évaluée en termes de percolation ou en termes de flux par rapport à cette géomembrane. Donc sur cette diapo, vous voyez un dispositif, donc c'est une cellule qui peut être utilisée pour déterminer le flux. Donc en fait, c'est une cellule en acier inoxydable et on mettra où la membrane elle est placée à l'intérieur. Ensuite, on fait appliquer une pression de part et d'autre de la cellule, donc au niveau de la géomembrane, donc une pression d'environ 100 kPa et on regarde qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le flux qu'on peut générer par la suite ou qu'on peut obtenir. Donc habituellement, les valeurs de flux ou les valeurs acceptables pour la géomembrane se situent autour de 10-4 m3 par mètre carré par jour. Sur le terrain,
c'est un peu différent. Donc, on se retrouve avec des taux de percolation où les volumes récupérés sont plus élevés par rapport aux travaux réalisés au laboratoire. Toutefois, ces augmentations de flux ou d'eau de percolation peuvent être attribuées à un certain nombre de défectuosités qui peuvent survenir lors de la mise en place et également lors de la construction. Ainsi, parmi les défectuosités qui ont été répertoriées, on parle de mauvaise soudure, donc entre les panneaux, et ces mauvaises soudures représentent environ 65% des défectuosités qui ont été répertoriées. Ensuite, on peut trouver les déchirures et également les coupures et voir les perforations suite à des attaques ou à des poissonnements de la géomembrane. Donc ici, sur cette diapo, c'est sur cette photo, vous voyez ce qui est entouré en rond, donc en fait, des défectuosités. Donc c'est un poissonnement qui est apparu lors de la mise en place de la géomembrane. La même chose ici, donc vous voyez le tape, il est posé sur la géomembrane et on arrive à deviner un certain pli, donc un certain plissement au niveau de la géomembrane qui est survenu lors de sa mise en place. Et la dernière photo, donc, vous montre des défectuosités qui sont apparues suite aux attaques chimiques de la géomembrane. Différentes approches peuvent être, donc une fois qu'on a la géomembrane qui a été installée, qu'il y ait présentation de certaines défectuosités qui peuvent être identifiées par un certain nombre de méthodes, donc électriques ou par traçage, donc on peut évaluer le volume de percolation à travers ces défectuosités, donc à travers la géomembrane. Ainsi, différents outils ont été élaborés, donc on a des outils numériques où on peut faire appel à des équations empiriques. Et parmi les paramètres qui peuvent être utilisés dans l'évaluation de ces taux de percolation ou de ces volumes d'eau qui traversent la géomembrane suite à la présence de défectuosité, on peut parler de diamètre des ouvertures et également la forme des ouvertures, s'agit-il d'ouvertures circulaires ou autres. On utilise également les propriétés des matériaux qui sont situés en bas de la géomembrane pour voir est-ce qu'il y a un contact étanche, un contact efficace ou non entre la géomembrane et les couches sous-jacentes. On utilise également l'épaisseur et éventuellement la pente de ces géomembranes. Donc ici, à titre d'exemple, vous avez des travaux qui ont été réalisés pour évaluer ce taux de percolation ou ce flux, donc à travers différentes défectuosités. Donc on a des trous circulaires, des fentes et des plis qui ont été endommagés. Prenons le premier exemple qu'on a en haut. Donc on a les dimensions de 1 mm et 2 cm, donc pour des trous circulaires, et on a appliqué une charge hydraulique équivalente à 0,3 mètres. Et on constate que dans le premier cas, on a un débit donc, qui correspond à 66,9 litres par an. Et dans le deuxième cas, lorsqu'on passe de 1 mm à 2 cm, on double, on passe à 122,5 litres par an. Donc, vous voyez l'impact de la dimension de la défectuosité dans le volume qui peut percoler à travers cette membrane défectueuse. La même chose dans le cas de plis. Donc, on a utilisé les mêmes largeurs de plis. La charge hydraulique différente, et là on passe de 135 lorsque la charge hydraulique elle est de 0,3 à 588 lorsque la charge hydraulique elle est beaucoup plus importante. La même chose, on retrouve des valeurs qui sont dans le même ordre de grandeur lorsqu'on utilise des outils numériques, également lorsqu'on utilise des solutions analytiques. Il faut également prendre en considération un autre aspect lors de l'installation du recouvrement. Donc, en fait, les conditions de mise en place de cette géomembrane devraient être également prises en considération. Lorsqu'on installe la géomembrane sur un site et on est en face où on fait ça en plein été lorsque la chaleur ou lorsque les températures sont très élevées, le risque de déformation, de dilatation de la géomembrane, il est beaucoup plus présent. Et cette dilatation va engendrer par la suite la formation de plis qui vont constituer des zones de faiblesse de cette géomembrane et de ce fait, la percolation ou le flux qui traverse cette défectuosité devrait être beaucoup plus important par rapport à la géomembrane qui n'a pas subi cette dilatation et la formation de plis. La même chose, lorsque la géomembrane est exposée aux conditions atmosphériques, il peut y avoir
oxydation de cette géomembrane-là et par la suite, on assiste à une réduction de sa durée de vie. Toutefois, certaines pratiques peuvent limiter ce type de dégradation, donc notamment l'utilisation d'un fini blanc qui va réfléchir et réduire le réchauffement de cette géomembrane. Donc là, on a fini avec les géomembranes et on passe aux géocomposites qui sont des matériaux constitués par de la géotextile et à l'intérieur de cette géotextile, on trouve la bentonite. Donc, leur épaisseur, elle est variable et sont beaucoup plus épais par rapport à la géomembrane. Donc, on parle de 4,9 mm jusqu'à 12,9 mm, dépendamment du type de géocomposite. Et cette bentonite, donc en fait le matériel qui se trouve à l'intérieur de ces géotextiles, elle est constituée principalement d'une argile qu'on appelle la momorionite. Donc on a vu tout à l'heure dans la figure avec empilement de feuillets. Donc cette momorionite, en plus de cette momorionite, on peut trouver d'autres éléments qui constituent la bentonite, tels que une autre argile qui est la kaolinite ou le quartz ou également les zoolites ou autres éléments minéraux. Il faudrait également prendre en considération que cette bentonite peut être constituée par de la momorionite et le pourcentage il se situe entre 60 jusqu'à 90% de momorionite. Toutefois, lorsqu'on parle de bentonite de haute qualité, on vise un pourcentage de momorionite supérieur à 75% jusqu'à 90%. Donc la fourchette entre 75 et 90, on parle d'une momorionite ou d'une bentonite de très haute qualité. Sur cette diapo, donc vous voyez en image la bentonite, donc on voit en haut, donc là où il y a l'écriture, donc les feuillets, et ensuite à l'intérieur, on a la bentonite sous forme de petits grains, donc avant son hydratation, donc à l'état sec. Donc quand elle est hydratée, donc vous voyez tout l'espace qui se trouvait entre les grains a été rempli suite au gonflement de cette bentonite. Ici, on est sur un site minier où on place une géocomposite pour créer ce qu'on appelle un bris capillaire. Et vous voyez au fond de la photo, donc avec le chandail blanc, mon collègue, le professeur Bruno Bissière, il y a quelques années. Différents types de géocomposites peuvent être identifiés. Donc, on a parlé des teneurs de la momorionite, donc on avait dit de 60 jusqu'à 90%. Également, différents types de momorionite peuvent être utilisés dépendamment de l'usage qu'on va faire de cette géocomposite. Donc, on peut se retrouver avec de la momorionite avec plus de sodium ou plus de potassium. Un autre critère également peut être utilisé, c'est un critère défini par rapport à la masse de bentonite par rapport à la surface. Donc, d'autres éléments également peuvent être utilisés dans la différenciation de ces géocomposites par rapport à leur formation ou à leur fabrication. Donc, vous voyez ici, on a les deux feuillets de géotextile, on a la bentonite plus un adhésif qui permet de maintenir la bentonite avec les géotextiles. On peut également faire appel à des aiguilles donc, qui vont traverser toute la géocomposite ou également on peut utiliser de la géocomposite cousue et également de la géocomposite avec un géofilm et de la colle adhésif. La propriété principale de ces géocomposites ou les GCL correspond à une conductivité hydraulique faible qui est beaucoup plus faible par rapport à ce qui était identifié au début au niveau des argiles. Donc on parle de 10-12 à 10-10. Toutefois, ces valeurs sont plus élevées par rapport à celles de la géomembrane où on tend à des valeurs autour de 10-14, 10-15. Ces valeurs qui ont été évaluées ont été faites sur des GCL avec une eau d'hydratation qui ne renfermait pas d'éléments cationiques ou des cations. Donc, il est important de rappeler que lors de la mise en place, donc il faudrait procéder à une hydratation et lors de cette phase d'hydratation, on assiste à une baisse de la conductivité hydraulique comme ce qui est montré ici. Vous voyez à l'échelle des abscisses, vous avez le temps en heures et en ordonnée, vous avez les valeurs de conductivité hydraulique qui ont été mesurées au fil du temps après cette hydratation. Donc, on observe une diminution, on passe de 10-9 à 10-10 après quelques heures
d'hydratation. Donc, j'avais parlé d'hydratation et j'avais parlé également de l'eau non cationique. Dans le cas où l'hydratation est également le liquide que reçoit cette géocomposite à une certaine minéralisation, ça peut affecter ses propriétés. Notamment, on assiste à une augmentation de la conductivité hydraulique saturée. Donc, si on prend par exemple l'exemple du bas, donc vous voyez l'hydratation qui a été faite avec de l'eau naturelle, donc de l'eau souterraine, et ensuite on recevait un liquide synthétique de type drainage minier acide. Donc, dans ce cas-là, la conductivité hydraulique mesurée était de 10-11, alors que lorsqu'on a hydraté avec du drainage minier acide et on a utilisé le même liquide par la suite, donc on se retrouve avec des valeurs de 10-9. Donc, vous voyez, on passe de 10-11 à 10-9, donc une augmentation importante. Une chose également qu'il faudrait prendre en considération, c'est que les contraintes de confinement, où en fait la charge qui est imposée au-dessus de la géocomposite peut avoir un effet également dans la variation de cette conductivité hydraulique. Ainsi, on a observé que plus que la contrainte de confinement ou la charge imposée à cette géomembrane est importante, plus on assiste à une baisse de la conductivité hydraulique saturée. Donc, illustré par ce graphe, donc vous voyez en abscisse la pression de confinement donc, qui a été imposée en kilopascal et on ordonnait les valeurs qui ont été mesurées au niveau de la conductivité hydraulique saturée, donc en mètres par seconde. Donc, on observe une baisse lorsqu'on passe, par exemple, de 10 à 100 kPa. Donc, vous voyez, on passe de 10-11 vers les 10-12. Je tiens également à mentionner que dans le cas de sites miniers, lorsque la restauration sera faite avec des géocomposites, la contrainte de confinement elle est relativement plus faible, donc étant donné que l'épaisseur des couches qui sera placée devrait être normalement de quelques décimètres de centimètre à quelques mètres. Les tests de perméabilité réalisés sur les GCL hydratés avec une eau ayant une faible concentration en cation inorganique multivalent a montré que ce paramètre-là, où la conductivité hydraulique saturée n'a pas été affectée par les cycles de gel-dégel et également, il n'a pas été affecté par le cycle de mouillage-drainage. Toutefois, dans le cas où on a utilisé de l'eau minéralisée, ces impacts ont été présents dans l'évaluation de ce paramètre-là, donc qui vont induire à une augmentation de cette conductivité hydraulique saturée. On a vu qu'on peut identifier ou qu'on peut évaluer la performance de ces GCL ou géocomposites en utilisant la conductivité hydraulique saturée. Toutefois, on peut utiliser d'autres paramètres tels que la pression d'entrée de l'air, qui est un paramètre qu'on peut déterminer sur la courbe de rétention d'eau. Donc, en fait, la courbe qui lie la succion au teneur en eau. Et également, on peut évaluer un autre paramètre à partir du degré de saturation et qui correspond au coefficient de diffusion d'oxygène. Pour la pression d'entrée de l'air, donc en fait la pression qui correspond au moment où la géocomposite commence à se désaturer, Chevet et al. Ont trouvé des valeurs comprises entre 0,25 mégapascal et 0,4 mégapascal, donc 250 et 400 kPa, alors que d'autres auteurs tels que Sautin et Roux ont trouvé des valeurs beaucoup plus élevées, donc en fait qui se situe entre 500 et 600 kPa. Cette différence en termes de pression d'entrée de l'air, elle est probablement liée à la nature du perméant et également au liquide qui a été utilisé dans ces tests-là. Donc, cette figure, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, donc on parle de courbe de rétention d'eau. Et sur cette figure, on a deux courbes de rétention d'eau réalisées sur une GCL avec deux liquides différents et on voit la différence. Donc, on a le bleu et également l'autre couleur. Donc, en fait, légèrement orangé. Donc, on voit une différence au niveau de la pression d'entrée de l'air. Donc, lorsqu'on a utilisé de l'or déionisé, on se retrouve avec des valeurs qui sont plus élevées, donc autour de 0,4 mégapascal, alors lorsqu'on a utilisé du drainage minier synthétique, on se retrouve avec des valeurs plus faibles, donc autour de 0,25, comme je l'avais mentionné dans la précédente diapo. Comme les géomembranes, donc les géocomposites peuvent également
présenter quelques défectuosités lors de la mise en place. Parmi les défectuosités qui peuvent apparaître, donc en fait, on a le décollement des panneaux, donc à la suite de glissements ou à la suite de mouvements de terrain ou même à la suite de rétrécissement de cette GCL suite à son dessèchement. Un autre paramètre ou un autre aspect mérite également d'être mentionné lorsque ces géocomposites sont exposés dans des zones de pente, donc le risque de ruissellement est important et on risque d'entraîner dans ce ruissellement une partie de cette bentonite qui va contribuer à l'amincissement de cette couverture et par conséquent, on va réduire sa performance. La même chose, on avait parlé de séchage, donc qui va induire également l'apparition de certaines fissures. Et un autre inconvénient, c'est la stabilité ou l'instabilité au niveau des pentes. Donc en image, vous voyez ici le décollement de 2 panneaux de géocomposite après leur installation. Ce qui nous amène à l'étape du design du recouvrement. Donc, avant de commencer même à réfléchir sur la façon de designer ce recouvrement, il est important de répondre à un certain nombre de questions, donc telles qu'elles sont formulées sur cette diapositive. Donc, on peut se poser la question dans un premier temps, c'est quoi les matériaux qui sont disponibles à proximité du site à restaurer? Et également, quel type de barrière on veut utiliser. La même chose, c'est quoi les conditions climatiques du site? Est-ce qu'il va y avoir succession de cycles gel-dégel? Est-ce qu'il va y avoir un assèchement important? Est-ce qu'il va y avoir possibilité de bio-intrusion? Quel type de végétation va pousser autour du site ou qui pousse déjà autour du site et qui risque de s'installer sur ce recouvrement? On peut également se poser la question par rapport à la durée de vie pour cette couverture. Donc, cette durée de vie dans le temps, elle est beaucoup plus importante. Donc, qu'il faudrait également considérer. Et est-ce que ce recouvrement sera placé en contact direct avec le drainage minier acide ou il va y avoir une assise de protection? La même chose, la configuration, est-ce qu'il va y avoir des zones inclinées ou pas? Donc, les zones inclinées, on sait qu'il y a possibilité de risque de glissement dans le cas de géomembrane ou également dans le cas de géocomposite. Donc, à partir de là, donc, une fois qu'on a tous les éléments-là, on peut commencer par l'étape du design. Donc, la première étape, c'est on va fixer les objectifs de ce design-là. Ces objectifs peuvent être fixés en termes de percolation d'eau. C'est quoi le volume d'eau qui peut être acceptable après la mise de ces recouvrements? C'est quoi le flux d'oxygène qu'on souhaite avoir? Tous ces paramètres-là devraient être normalement fixés en se basant sur la réglementation qui est en vigueur et qui impose un certain nombre de conditions. Ensuite, on regarde les conditions climatiques. Est-ce qu'il va y avoir succession de cycles gel-dégel, leur intensité, la profondeur du gel également, et les matériaux qui sont disponibles, et également la végétation. Donc, à partir de là, on va décider quel type de recouvrement on va utiliser et quels matériaux on va utiliser. Est-ce qu'on va utiliser les argiles, les géocomposites ou les géomembranes? Également, on retourne aux objectifs qui sont fixés initialement en termes de flux et là, on regarde est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser une barrière simple ou une barrière double. Donc, on duplique la barrière étanche. À partir de là, on va arriver à la configuration et on va définir également dans l'étape suivante, c'est quoi les volumes de matériaux nécessaires pour la construction et également, on va prendre un certain nombre de paramètres ou de critères par rapport au site, donc notamment par rapport à l'hydrologie et également par rapport à l'hydrogéologie, c'est quoi et également la végétation. Et finalement, on arrive à l'étape finale qui est l'étape de la construction et là, lorsqu'on commence la construction, on établit également un plan par rapport au suivi. Donc, quels sont les types d'équipements qu'on va utiliser pour le suivi? Est-ce qu'on va suivre au niveau des piézomètres? Est-ce qu'on va suivre le débit d'eau? Est-ce qu'on va suivre la qualité de l'eau? Donc, avec tout ça, on a défini le design et je tiens à mentionner un certain nombre de choses donc, par rapport à ce design-là. Donc, lorsque les géomembranes, lorsqu'il y a possibilité d'hydratation
ou de percolation d'eau qui est relativement minéralisée, donc les GCL ou les géocomposites ne sont pas recommandés dans ce cas-là. Par exemple, on a de l'eau qui est contaminée, qui devrait arriver en surface et qui risque de percoler. Les GCL ne sont pas recommandés. Si par exemple, on vise une percolation très faible, donc on oriente vers ou on s'oriente vers l'utilisation d'une protection double pour donner plus de chance à la réduction de l'infiltration et la percolation à travers le système de recouvrement. Dans le cas où le site peut se trouver ou peut avoir des pentes, donc des pentes qui sont relativement ou de l'ordre de 3:1, le risque qu'il y ait glissement ou d'instabilité, elle est relativement important, plus particulièrement dans le cas où on va utiliser les GCL et les géomembranes. Dans ce cas, il faut trouver une autre alternative pour ces zones-là inclinées. La même chose dans le cas où il peut y avoir des mouvements, donc au niveau de ce recouvrement, donc soit à la suite des glissements ou autres, donc il est recommandé d'utiliser des matériaux naturels qui peuvent résister à ce type d'effet ou à ce type de mouvement. La même chose quand il va y avoir des conditions climatiques avec des successions de périodes de sécheresse prolongées de mouillage, donc le risque de développement de fissures est important et dans ce cas, on recommande de ne pas utiliser ces barrières à base d'argile, également à base de géocomposite, donc les GCL, puisqu'il va y avoir de la fissuration et le taux de percolation devrait être plus élevé. Ce qui nous amène aux avantages et aux inconvénients de chaque type de barrière. Donc, je vais commencer par les argiles. Donc, l'avantage en plus de possibilité d'avoir une conductivité hydraulique saturée faible, donc ces argiles, étant donné qu'il y a des éléments chimiques et qu'il y a des décharges, donc la possibilité que ces argiles-là établissent des liaisons avec un certain nombre de contaminants, elle est probable. Donc, ces argiles-là peuvent jouer un rôle dans l'atténuation des contaminants par rétention de ces éléments contaminés. Une autre chose qui est très importante, c'est la durée de vie. Donc, étant donné que c'est des matériaux naturels, donc la durée de vie, elle est normalement très importante. Et en plus, on connaît très bien ces formations argileuses. Lorsque ces matériaux sont disponibles sur place, donc à proximité sur le site, donc les coûts devraient être très moindres donc, par rapport à l'acquisition de ces matériaux-là. L'inconvénient, c'est que ça nécessite de la machinerie lors de la mise en place, étant donné qu'on avait dit qu'on procède à leur mise en place sous forme de couches, donc on avait dit de 3 à 6 couches, et il faudrait faire du compactage, donc on aura besoin de la machinerie plus un contrôle pour atteindre ce compactage désiré. Également, parmi les inconvénients, comme je l'avais présenté, les cycles gel-dégel et de fissuration qui peuvent induire une percolation plus importante. La même chose, si ces matériaux-là ne sont pas disponibles à proximité, donc il faut débourser plus d'argent pour ramener ces matériaux-là sur le site, donc un coût relativement plus élevé. Et là également, en termes de performance, donc l'expérience montre que les performances sont relativement en bas de ce qui a été établi lors du design suite à cette évolution, comme on l'avait vu dans l'une des figures où j'avais présenté le taux de percolation. Pour les géomembranes, donc, ils ont une faible conductivité hydraulique saturée, donc on avait parlé de 10-14 tout à l'heure, mètres par seconde. Ils ont une résistance élevée et en termes de performance, donc au moins à court terme, ils ont une bonne performance. L'inconvénient, c'est que ce sont des matériaux synthétiques, donc ils peuvent subir la dégradation dépendamment de leur exposition ou non, et également cette dégradation, elle va se prolonger dans le temps. La même chose, la mise en place de ces géomembranes nécessite des soudures, donc ils devraient être par des personnes qualifiées, et c'est pour cette raison il est nécessaire d'établir un plan pour le contrôle strict lors de la construction. On avait dit que lorsque les pentes sont relativement élevées, ils peuvent être sujets à de l'instabilité, donc glissement, et dans le cas des perforations, lors de la mise en place ou lors de la construction du recouvrement global, donc on avait dit qu'il peut y avoir
l'apparition de défectuosité qui vont engendrer l'augmentation du taux de percolation. Donc ça aussi, c'est un inconvénient. Donc on a vu qu'initialement, on passait de quelques litres et lorsque les dimensions sont plus importantes et la charge plus importante, on a vu un taux ou un débit qui était beaucoup plus élevé. La même chose, la durabilité dans le temps, donc en fait, elle est également sujet à un certain nombre de facteurs et qui dépendent bien sûr du site dans lequel ces géomembranes ont été installées. Pour les géosynthétiques, donc on a vu que ces matériaux-là peuvent être installés de façon assez simple. Donc à l'encontre des géomembranes, on n'a pas besoin de soudure, donc pas de spécialiste pour les soudures. Et également, ces géocomposites, ils ont la capacité d'auto-réparation, comme on l'a vu dans le cas où la perméation et l'hydratation a été faite par de l'eau qui n'est pas chargée avec des cations. En ce qui concerne les inconvénients, donc, étant donné qu'on avait parlé d'épaisseur qui se situe entre 4,9 et 12 et quelques millimètres, donc c'est peu épais et il suffit qu'il y ait un petit peu d'érosion. Donc, on va réduire, on va amincir cette couche-là et même, sans même l'amincir par l'érosion, donc les risques de perforation de ces géocomposites par les racines est relativement probable. Donc, ce qui va réduire la performance de ces géocomposites. On a vu également lorsqu'ils sont exposés aux conditions climatiques et plus particulièrement à la chaleur, il peut y avoir rétrécissement, apparition des fonds de dessiccation au sein même de ces panneaux de géocomposites. Et finalement, les échanges donc, cationiques donc, qui sont fort probables et l'expérience donc, par rapport à celle des centres d'enfouissement technique, on a vu une réduction de la conductivité hydraulique dans le cas de centres d'enfouissement technique de 10-12 jusqu'à 10-6 environ mètres par seconde. Donc là, on n'atteint pas les critères qui ont été définis initialement. Donc là, j'ai fini avec le design du recouvrement et là, je vais vous présenter quelques cas qui ont été restaurés avec ce type de barrière avec conductivité hydraulique saturée faible. Donc ici, je présente deux exemples, l'exemple de New Calumet et l'exemple de Premier Gold. Donc vous voyez deux configurations différentes. On a utilisé le même type de barrière, donc une GCL. Toutefois, on observe que la couche du haut, donc la couche de protection, présente des différences au niveau non seulement de la composition, on a utilisé un sable fin versus un sable régulier et la même chose, l'épaisseur des recouvrements, elle est différente. Un autre cas, donc vous voyez ici le site Poirier et le site Nord-Métal. Donc là, on a utilisé une double barrière composée par les argiles et également par la géomembrane. Toutefois, dans le site Nord-Métal, on observe qu'il n'y a pas eu d'assise ou de couverture de protection de cette barrière étanche. Alors que dans le cas du site Poirier, on a pratiquement environ pas loin de 1 mètre de matériaux formés de matériaux granulaires, donc morainiques, donc des matériaux morainiques qui ont été placés sur la barrière. Également, on voit sur cette configuration qu'il n'y a pas eu mise en place de l'assise de support qui va supporter toute la couverture. Donc, vous voyez une différence en termes d'épaisseur, de recouvrement, en termes de la couche de la base, les matériaux qui ont été utilisés. Donc, vous voyez, différents types de configurations peuvent être utilisés. Ce qui nous amène aux besoins en recherche. Donc, on a vu que ces couvertures avec faible conductivité hydraulique saturée peuvent être utilisées dans la réhabilitation des sites miniers. La performance va dépendre d'un certain nombre de critères et cette performance-là, donc pour aller plus loin dans cette évaluation et pour aller plus loin dans l'amélioration de ces concepts de recouvrement, donc pour les argiles, il est intéressant d'évaluer l'influence du temps et également l'influence de la végétation, comme on l'a vu sur l'une des diapos. Donc on a vu au fil du temps qu'il y a une baisse de la performance. Toutefois, il faudrait voir comment on peut arranger cet aspect-là et comment on peut réduire ces effets, donc soit par l'ajout d'amendements ou pas d'amendements pour réduire les effets de gel, dégel, également les effets de séchage et mouillage. Et on peut même amender avec des matériaux granulaires ou par l'ajout tout simplement de la bentonite.
pour les GCL, donc on a vu que les échanges cationiques sont présents à l'intérieur de cette formation-là, et lorsqu'on utilise de l'eau qui est chargée, ça induit une baisse au niveau de la performance. Toutefois, il est important de voir la synergie entre la qualité de l'eau qui a été utilisée pour l'hydratation et également pour le perméant. Également, il faudrait travailler en détail ou évaluer en détail l'impact réel de ces cycles gel-dégel. Pourquoi on se retrouve avec un impact qui est absent lorsqu'on utilise de l'eau qui n'est pas minéralisée, alors que dans le cas où on a de l'eau minéralisée, ces aspects de gel-dégel apparaissent. Et également, on a vu la pression de confinement. Quel serait réellement son impact lorsque ce type de géocomposites sont installés sur les sites miniers où on s'attend à voir une pression de confinement qui est faible. La même chose, il faudrait évaluer avec plus de précision la capacité d'hydratation de ces GCL sur le site et leur capacité à réduire l'infiltration et la percolation de l'eau à travers tout le recouvrement. Finalement, l'aspect de la végétation mérite également d'être exploré davantage. Pour les géomembranes, donc on a vu, c'est la performance, elle est variable et cette performance va dépendre également des conditions de mise en place et il est important d'évaluer réellement cette performance dans le contexte minier lorsqu'on est en face de rejets minéralisés où il y a possibilité de formation de drainage minier acide et possibilité également d'émanation de certains gaz qui peuvent être produits suite aux oxydations ou aux réactions chimiques. Également, c'est quoi l'effet de la température? La même chose, l'aspect relatif aux conditions climatiques. Donc, c'est important d'évaluer dans les conditions où on se retrouve dans des climats arctiques, c'est quoi l'impact de ces gels-dégels réels sur les géomembranes. De même que pour tous les types de recouvrement, il est important d'intégrer la dimension ou le contexte de changement climatique dans leur ou dans l'évaluation de leur performance. Et finalement, il faudrait également statuer pour les recouvrements utilisés dans l'industrie minière sur le type de barrière simple et barrière double, étant donné que pour les centres d'enfouissement technique, depuis les années 80, il a été imposé l'utilisation de barrières doubles, donc pour aller vers une meilleure restauration des sites miniers. Donc avec ça, j'ai terminé ma présentation et je tiens à vous remercier pour votre présence. Et je tiens également à mentionner qu'à la fin de cette présentation, il y a les références bibliographiques qui ont été utilisées pour la rédaction de ce chapitre en collaboration avec le professeur Benoît Bussière et le professeur Mamer Monimba. Merci encore. Merci, professeur Maksoud. Donc, nous allons prendre le temps de prendre quelques questions, comme mentionné au début du webinaire. Je vous invite à utiliser l'outil de questions-réponses en bas de votre écran. Nous avons déjà quelques questions, donc je vais y aller tout de suite. Comment faire des couches de 20-25 cm d'épaisseur d'argile? Quel type d'équipement? Est-ce que cela peut être compliqué sur le terrain? Tout à fait. Donc, en fait, j'avais dit parmi les inconvénients, c'est l'utilisation de la machinerie lourde. Donc, cette machinerie lourde, donc en fait, on va placer, donc déjà on connaît le matériel, donc c'est quoi sa densité, on a ses propriétés, donc on peut déjà dans un premier temps, en fonction de ses propriétés, d'évaluer la couche ou le volume de ce matériau-là qu'on va placer. Et ensuite, la machinerie va passer pour compacter. Donc, en fait, le compactage ne devrait pas se faire au hasard. Donc, en fait, il y a un certain nombre de critères qu'il faudrait respecter. Donc, en fait, ça, on réalise des tests de Proctor pour trouver un compactage optimal et également pour une teneur en eau optimale pour atteindre ces épaisseurs-là. Merci. Donc, on poursuit. Est-ce que les géomembranes peuvent être utilisées comme recouvrement à faible conductivité hydraulique dans le cas des digues d'épandage de stockage des boues miniers afin d'éviter l'infiltration d'eau? Je pense qu'ils sont déjà utilisés dans ce genre de stockage et également ils sont utilisés dans le cas de bassins. Donc, ces barrières-là sont utilisées pour empêcher l'infiltration de l'eau.
Merci. Donc, quel est le type de barrière hydraulique étanche la plus utilisée au Québec et pourquoi? Donc, comme on l'avait dit, la durée où la restauration minière est quelque chose qui est récent, donc ça a démarré dans les années 80, donc on est à quoi 40 années de durée de vie, donc au niveau de la restauration. Et dans cette restauration, on trouve à la fois des géomembranes, des géocomposites, et également des matériaux naturels, donc comme par exemple ce qui est utilisé dans les barrières avec effet de barrière capillaire. Donc en fait, toutes ces techniques-là sont utilisées. Toutefois, dans certains sites, on n'a pas accès ou on n'a pas vraiment de suivi de performance pour statuer réellement laquelle qui performe le mieux par rapport à ces types de barrières étanches. Merci beaucoup. Donc, nous allons pouvoir prendre une dernière question considérant le temps qui file. Dans les cas de couverture imperméable construite avec une couche imperméable constituée de résidus imperméables, équivalent des argiles, pouvant diffuser des contaminants dans une couche drainante par-dessus la couche imperméable, quelles seraient les mesures à prendre pour éviter, voire éliminer cette diffusion dans la couche drainante sans utiliser de géomembrane? Donc déjà, on parle de résidus et résidus imperméables. Donc généralement, le résidu qui est généré par l'industrie minière, c'est un résidu qui s'apparente plus à un silt, donc une granulométrie plus grossière. Donc moi, j'orienterai la question par rapport, par exemple, à des résidus issus de bouts de traitement. Ces bouts de traitement peuvent constituer ce genre de choses et ça a été testé donc au laboratoire. Merci beaucoup, professeur Maksoud. Merci à vous. Donc, c'est donc ainsi que se termine cette période de questions. Pour toute question supplémentaire, vous pouvez les faire parvenir par courriel à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Un suivi sera fait dans les meilleurs délais. Je remercie le professeur Maksoud pour sa présentation d'aujourd'hui. L'enregistrement sera également envoyé à l'ensemble des personnes qui étaient inscrites au webinaire et disponible sur le site web des webinaires Mines et Environnement. Avant de terminer, je vous invite à consulter la page web des webinaires Mines et Environnement dès maintenant pour vous inscrire aux prochaines activités. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir à l'écran, le prochain webinaire se déroulera le 21 octobre prochain de 11h30 à 12h30 avec le professeur de l'UQAT, Vincent Boulanger-Martel. Il portera sur la conception des recouvrements isolants pour la restauration des aires de stockage des rejets miniers situés en région de pergélisol continu. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus, sachez qu'il est possible de se procurer dès maintenant l'ouvrage dont fait l'objet les webinaires Mines et Environnement, donc un ouvrage en anglais, édité par les professeurs Bussière et Guitoni à l'IRMUQAT. Vous trouverez l'adresse également du lien dans le clavardage. Je vous remercie de votre participation. Pour le mot de la fin, j'invite à nouveau le professeur Bussière à vous adresser quelques mots. Merci Stéphanie. En terminant, il me fait plaisir aujourd'hui de vous annoncer que l'UQAT lance son tout premier MOOC sur les mines et les changements climatiques. Un MOOC, c'est quoi? C'est une formation à distance de niveau universitaire gratuite, sans préalable et ouverte à toutes et à tous. Ce premier MOOC contient une introduction et 5 cours qui portent sur la relation entre l'industrie minière et les changements climatiques. Et il s'adresse à l'ensemble de la population intéressée par le secteur minier et l'environnement. Le MOOC est disponible dès maintenant. Voici donc comme teaser, pour parler en mauvais français, un petit vidéo qui va vous permettre d'avoir une idée de ce que contient le MOOC. Donc, merci de votre attention. Merci d'avoir participé en grand nombre à ce webinaire et à bientôt. L'Institut de recherche en mines et en environnement, renommé sur la scène internationale, présente le premier MOOC sur les mines et les changements climatiques. C'est une nouvelle formation en ligne, gratuite et à la portée du grand public. Inscrivez-vous dès maintenant.